Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ficelle Podcast. Aujourd'hui, en ma compagnie, Ludovic. Salut Ludo. Salut Adrien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la FIBA Europe Cup, qui est certes pas la compétition européenne qui fait le plus parler, mais on s'est penché sur son cas et on va aborder cette compétition. Alors cette année, la FIBA Europe Cup a adopté un format réduit, vu le contexte sanitaire. Il y avait seulement 3 matchs à jouer pour chaque équipe, sachant qu'il n'y avait pas de match retour. C'était 6 groupes de 4 équipes et les matchs se sont joués sur 4 jours, donc du 26 au 29 janvier. Et je vais te demander, Ludo, est-ce que tu as suivi cette saison de FIBA Europe Cup un peu particulière? Parce que certes, il y avait très peu de matchs joués par les équipes, mais on a eu quand même un beau tournoi. Oui, j'ai suivi. C'est vrai que c'était sympa, avec plein de matchs tout au long de la journée, donc et sur un format resserré. Ça sort du commun, mais ça a son charme aussi. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as eu, parmi tous les matchs que tu as vus, parmi tous les équipes que tu as eu l'occasion de voir, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Alors, donc j'ai deux coups de cœur. Fribourg, donc Ah, équipe suisse, championne de Suisse en titre. Il faut savoir que la Suisse est la 43e ligue d'après le classement du site leagueranking.eu du magazine allemand Five. T'en as entendu parler de ce classement? ouais, j'en ai entendu parler et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. La France est plutôt bien classée, ça fait Ouais, plaisir. tout à fait, tout Par à contre, fait. j'aurais mis l'Italie plus haut, moi, clairement. Il y a débat, forcément, France, Italie, Allemagne. Mais après, le nombre de critères choisis, c'est pas mal quand même, c'est plutôt complet. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, ouais, donc c'est ton coup de cœur, ça, un de tes coups de cœur. Oui, Fribourg, donc champion de Suisse, 43e ligue d'après le classement, et qui arrive à se qualifier, à gagner son groupe, alors avec une victoire, une défaite, comme les autres du groupe, mais quand même vainqueur du groupe et vainqueur de l'équipe polonaise Wrocławek, hein, chez eux. Donc franchement, c'est une belle performance, je trouve. Ok, bah écoute, c'est un choix qui fait plaisir parce que moi je me souviens d'eux au tour qualificatif de la BCL. Je crois même qu'ils avaient joué la saison de BCL il y a quelques années. Donc c'est vraiment un choix que je peux comprendre. Et ben écoute, moi un de mes coups de cœur, c'est les clubs ukrainiens, voilà, qui sont tous les trois qualifiés à la phase finale. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'ils ont connu une période compliquée avec les événements qui se sont passés au sein même de leur pays. Et au final, ils arrivent quand même à revenir un peu au premier plan. Certes, pas dans la meilleure des Coupes d'Europe, mais je pense qu'ils ont besoin de ça pour se relancer. Donc, on a le Kiev Basket. Alors ça, c'est un club que j'adore parce qu'ils ont un logo super, quoi. J'adore leur logo, l'identité visuelle du club, je kiffe, quoi. Ils ont Dnipro, voilà, qui est aussi un club qui était déjà un club important il y a pas mal d'années en arrière. Et ils ont Prometei qui a quelques bons joueurs ricains, avec notamment DJ Stephens, qu'on connaît bien. Donc ça fait plaisir de voir que l'Ukraine revient un peu sur le devant de la scène, quoi. Je partage ton point de vue. Ouais, bah écoute, t'as un deuxième coup de cœur? Alors, moi j'avais noté le Balkan Botevgrad pour le champion en titre de Bulgarie. Euh, c'est la 26e ligue au classement, donc je trouvais leur performance intéressante avec 2 victoires, une défaite. Ils avaient fait le tour préliminaire de la BCL cette année aussi chez eux, mais ils avaient été éliminés. Donc c'est bien pour eux de pouvoir évoluer et continuer la compétition dans la phase suivante. Ah bah écoute, ça aussi, c'est vraiment un bon choix. C'est vrai qu'ils ont quelques bons ricains, hein. Devontae Jordan et Tejuan Hagi aussi, qui était un gros joueur en université. Ouais. Alors pour ma part, moi, mon deuxième choix, c'est l'Ironi Ness Ziona, voilà, le club israélien. Alors c'est pas le plus gros club israélien, hein. En Israël, ils sont pas forcément dans les premiers au classement, loin de là même. Mais ils ont quand même quelques gros joueurs US. Ils ont notamment Wayne Selden, voilà, c'est un ancien gros prospect américain qui est passé par la NBA, même s'il n'a jamais vraiment confirmé. Ils ont Jerome Meyinse, ils ont Patrick Miller, ils ont le Colombien Brian Angola, qui était passé par Ostende,
qui avait fait parler il y a quelques temps de ça en BCL. Et puis ils ont aussi un ancien du championnat de France, Raviv Limonade. Donc ils ont vraiment un beau roster. Et je me demande même si c'est pas un outsider pour au moins les quarts, voire même les demi. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je partage ton avis. Ouais. Moi, dans mon bracket, je sais plus jusqu'où je les ai mis, mais pas mal. Attends, je vais te dire. Je les ai mis. Ah non, pas si loin parce qu'éliminés par l'Iraklis Salonique hein, en quart. Ah, ouais. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de l'Héraklion Thessalonique et aussi de Reggio Emilia, qui sont quand même Ouais. deux équipes qui paraissent clairement favorites, hein, on va pas se le cacher. Je suis Alors, d'accord. on va passer à nos coups de gueule. Quel est l'un de tes coups de gueule? Alors moi, le principal coup de gueule, c'est Beşiktaş, forcément, Ok. le club turc. Donc, un des favoris de la compétition au départ. Un club en grande difficulté, un grand nom du basket turc, mais en grande difficulté économique cette saison. Ils ont réussi à trouver un sponsor juste avant la première phase de la FIBA Europe Cup. Ils ont signé avec Icripex, qui est une société de transactions financières, me semble-t-il. Donc c'est bien pour eux d'avoir trouvé un sponsor. Je pense que ça va leur faire du bien, leur permettre de remonter un peu la pente. Donc pour moi, c'était la tête de série numéro 2 de la compétition avec derrière le Parma Perm. Au final, à domicile, ils finissent dernier du groupe D avec une victoire, deux défaites. Ils ont été éliminés par deux clubs roumains et un club bulgare. C'est quand même, ça fait peine à voir. Et malgré Alperen Sengun, le jeune intérieur turc, Ah, énorme. international turc, et James Blackmon, hein, enfin bon, ils ont quand même des bons joueurs et c'est quand même une grosse déception. Ouais, je partage même si, tu vois, c'est intéressant. On en avait parlé avant même la saison de FIBA Europe Cup. Et t'émettais quelques doutes hein, sur Beşiktaş. Tu me disais, je sais pas si tu te rappelles, c'était une Ouais, conversation qu'on avait eue sur Twitter. Tu je me m'en disais, rappelle. je sais pas si vraiment, même la FIBA Europe Cup, ça va changer quelque chose pour eux. Et ben, au final, ben, on le voit. Hein. On se rend compte qu'à part quelques points positifs comme Alperen Sengun, voilà, qui est un jeune talent qu'on découvre, voilà, qui explose, quoi ben, on se rend compte que ben, ça change rien. Ça change rien. Les problèmes financiers sont toujours les mêmes. Et là, ils se font carrément sortir par des clubs roumains, quoi. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera dans les années à venir, mais c'est pas brillant, quoi. C'est dommage. Ben, écoute, moi, mon coup de gueule, c'est un coup de gueule tout simple. C'est la non-participation des London Lions et du club biélorusse de Boris Fen. Alors, on va pas se le cacher, hein, le contexte sanitaire est compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé probablement d'eux-mêmes de ne pas participer. Et je regrette un peu parce que bah, les London Lions, c'était un peu la sensation des qualifs en BCL. Et là, j'aurais voulu voir ce qu'ils auraient donné dans cette compète. Sachant que le basket anglais, certes, c'est pas un pays où le basket est ultra médiatique, mais j'ai maté quelques images, quelques highlights de leur championnat. C'est pas si mal que ça, je trouve. Et je trouve qu'ils sont un peu mieux organisés qu'avant. En tout cas, c'est mon opinion. Je sais Alors, pas. moi j'ai le même coup de gueule que toi, hein, donc c'est assez drôle. Ah Euh, ben, voilà. Donc par contre, alors, ils n'ont pas participé à cause de cas de Covid dans leurs équipes, hein, les deux, London Lions et ok. Boris Fem. Donc c'est pas un choix, enfin je pense pas. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage pour le basket britannique de ne pas participer. Ça faisait longtemps qu'ils participaient plus trop. C'est vraiment dommage. Bon, Boris Fenn, il n'aurait certainement pas été très loin, mais bon, c'est dommage quand même. Ouais, et puis tu vois, vu que c'est une compète qui est ouverte à des pays qui font moins parler dans le basket, la Biélorussie, par exemple, c'est plus basket féminin. Ça aurait été bien aussi de voir voilà, un autre club que le Tsmoki Minsk qui jouait cette année la BCL. Ça aurait été bien de voir un autre club biélorusse dans une compète, voir ben, un club anglais, les London Lions, quoi. Mais c'est comme ça. Alors, est-ce que tu as un autre coup de gueule? Alors, donc moi j'avais deux coups de gueule, le Basic Stas et l'absence de ces clubs-là, comme toi.
Sauf que moi, j'ai juste élargi au niveau de l'absence des clubs en englobant aussi ceux qui n'ont pas, les pays qui n'ont pas participé en fait, et notamment les pays qui n'ont aucun représentant en Coupe d'Europe cette année. Donc j'ai noté par exemple la Finlande, la Croatie, la Suède et le Kosovo, les principaux pays qui n'ont aucun représentant. C'est quand même dommage de pas avoir envoyé au moins un club, hein. Ah, alors j'ai envie de dire merci Ludo, parce que j'allais en parler. C'est vrai qu'il y a aussi des pays, par exemple, comme la Slovaquie, tu vois. J'ai été choqué ils avaient pas de club, eux. Il y a aussi la République tchèque, ils avaient Nimburg, mais j'aurais voulu les voir avoir une ou deux autres équipes Ouais. en FIBA Europe Cup notamment. Donc c'est un point intéressant que tu soulèves, parce que c'est vrai que cette année, on a moins de clubs, même en FIBA Europe Cup. Alors, est-ce que c'est lié à la crise sanitaire qui impacte économiquement le basket, hein, on va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, tu vois, j'avais noté quelque chose d'important. En phase finale, on a beaucoup plus de représentants par pays. Et notamment l'Ukraine, la Pologne, les pays comme ça. Donc voilà. Alors moi, mon autre coup de gueule, bah écoute, c'est les clubs hongrois. Voilà. Eux, par rapport à l'Ukraine, à la Pologne ou à la Roumanie, ils ont qualifié aucun de leurs deux clubs en phase finale. Alors, c'est vrai que Cormend était dans un groupe compliqué. Ils étaient dans le groupe de Reggio Emilia et de l'Iraklis Thessalonique, donc déjà, c'est pas évident pour passer. Mais je me demande s'ils n'auraient pas pu essayer d'être meilleur troisième en essayant d'aller chercher le match face à Monseno. Et sinon, le Jolnoki Olaj Banias, je crois que c'est le nom complet du club, qui lui a été un peu juste au final dans le groupe C, qui malgré sa victoire face au Sporting Portugal, perd contre le club polonais de Ostro et le club israélien de l'Ironi Nesjona. C'est dommage parce que c'est un pays qui ces dernières années progresse pas mal et là ils n'ont pas réussi à qualifier leurs équipes dans les 16 derniers, quoi. Pour être honnête, j'ai failli le mettre, les clubs hongrois, et après, je ne l'ai pas mis parce qu'ils ont été éliminés par plus fort qu'eux. Donc, bon, il n'y a pas de vraie déception. Cormen face à l'Iraklis Salonique, Reggio Emilia et Monseno, bon, il n'y a pas photo, je pense. Et Zolnoki face à Stalostro et Ironi Mesiona, c'est pareil, c'était compliqué pour eux. Ils ont gagné leur match contre le Sporting Lisbonne. Il n'y a pas vraiment de déception pour moi. Donc voilà, c'est pour cette raison que je ne les ai pas mis. Ok. Bah écoute, on va passer aux phases finales, voilà. Ce qu'on pourrait appeler les huitièmes ou le round of 16. Alors, je vais vous présenter les différentes affiches. On a notamment le club roumain de Sibiu qui affronte Reggio Emilia. Dnipro, difficile à prononcer, hein. Et encore, c'est pas le nom complet. Qui affronte le club roumain d'Oradea. Le Prometei qui affronte Monseno. Le BM Slam, le club d'Ostro en Pologne, qui affronte les Heroes de Dinbosch, le club des Pays-Bas. Le Fribourg Olympique, le club suisse dont tu viens de parler tout à l'heure, qui affronte le Balkan Botevgrad. Parma, club russe, qui sera contre le Rilski Sportist. Iraklis Thessalonique face à Anwil Włocławek. Et enfin, Ironi Nesjona face au Kiev Basket. Est-ce que dans toutes les affiches que j'ai énumérées, tu as des favoris, Ludo? Alors, oui. Alors, j'ai mon bracket. Si ça t'intéresse, tu veux que je te le détaille maintenant? Eh ben vas-y, à toi l'honneur. Alors, je vais te le donner. Donc, pour moi, ça ferait donc des quarts de finale Reggio Emilia Dnipro, Ok, Monseno Stalostro, ok. Balkan Botevgrad Parma Perm, Mhm. Iraklis Salonique Ironi Nesjona. Ce qui c'est pas mal comme quart de finale. Alors écoute, j'ai les mêmes à une affiche près. C'est concernant Monseno et face à Prométhée. C'est vrai que Monseno paraît plus favori parce que Prométhée a beau avoir un gros roster en Ukraine, c'est pas le club le plus haut classé. Et pourtant, moi je pense que Prométhée, vu que ça se joue sur un match, peut le faire, peut remporter sa qualification en quart. Effectivement, tout est possible. Après, sur le terrain, mais quand même au niveau de l'effectif,
Et Montseno, ils ont fait un super début de saison en Belgique. Ils n'ont qu'une seule défaite contre Ostend, je crois, ou Antwerp, mais ils ont fait un super début de saison. Ok, ben, globalement, sinon je partage. Hein, Reggio Emilia et l'Iraklis Thessalonique, on va pas se le cacher, ils ont les plus gros rosters. Alors Reggio Emilia, j'ai vu il y a quelques jours qu'il y a une petite crise au sein du club. Ils ont viré Dominic Sutton, qu'ils avaient signé justement il y a très peu de temps pour ce genre de compète. Ils n'ont pas gardé Josh Bostic, qui a signé à Brindisi. Et sinon, l'Iraklis, eux, n'ont pas gardé leur coach. Ils ont changé d'entraîneur. Je ne sais pas si tu savais, ayant perdu en Coupe de Grèce face au PAOK. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Voilà, donc après, je pense que ça ne change pas grand-chose. Hein. Ils ont quand même des gros rosters. L'Iraklis a quand même Olivier Onlan, le Canadien, William Hatcher, qui est bien connu en Grèce. Il a fait pas mal de clubs. Ils ont Vassilis Kavadas, j'aime bien, intérieur vraiment besogneux. Ils ont Scott Suggs, donc attention, c'est du lourd. Et même Reggio Emilia, ça reste quand même, avec Taylor notamment, ça reste un favori. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'ironie Nesiona, pour moi, clairement, c'est un peu un outsider, mais je les verrais bien aller loin dans la compète. Malheureusement, tu m'as fait remarquer tout à l'heure qu'ils allaient croiser l'Iraklis Thessalonique, et ça va pas être cadeau. On est d'accord. Ok, bah écoute, on va aborder un petit peu un match qui a eu lieu il y a pas très longtemps. C'est la Coupe intercontinentale. Alors je voulais savoir, est-ce que tu as regardé le fameux match entre le club du championnat d'Espagne Burgos, le San Pablo Burgos, face au club argentin de Quimsa? Alors j'ai regardé. Après, je t'avoue que j'ai pas regardé tout le match parce que il n'y a pas eu vraiment de suspense. San Pablo Burgos a largement pris l'avantage et assez rapidement. Donc voilà, j'ai regardé le début du match, mais pas la fin. Alors, alors c'est intéressant parce que moi, c'est un peu l'inverse. Je regardais ce jour-là le Classico Limoges CSP contre l'élan Bernay et j'ai pris le match en cours. Effectivement, quand j'ai vu qu'ils étaient menés Kimsa, qui est donc un club argentin, je me suis dit, bon, ben, ils vont se faire détruire. Et au final, ils ont plutôt bien tenu le coup. Ils ont même réussi à revenir en fin de match. Mais malheureusement, c'était un peu trop short, quoi. Je pense que Burgos avait déjà fait le plus mal et je ne sais pas si j'aurais vraiment vu ce club, ce club argentin s'imposer parce que j'ai envie de dire Burgos les a un peu eu à l'usure, quoi. Physiquement, tu te rends compte qu'ils tiennent pas le choc sur un match comme ça. En tout cas, Kimsa a de bons joueurs ricains et notamment Robinson que j'aimerais bien voir en Europe un jour. Ouais, effectivement. Après, l'Argentine a été pas mal touchée par le Covid, donc je pense que ça a dû avoir des répercussions au niveau de l'effectif. J'avais lu que pas mal de joueurs se tournaient plutôt vers le Mexique, du coup. Donc, Ok. voilà, ce qui peut expliquer la différence de niveau qui est peut-être pas aussi importante d'ordinaire. Ok, et j'en viens justement à cette question. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire, vu le format adopté, et là on est vraiment revenu à un format encore plus minimaliste que la FIBA Europe Cup, un seul match, est-ce que tu penses que c'était nécessaire d'organiser ça, surtout dans le contexte actuel, et même si la FIBA gère plutôt bien dans ses compètes en ce moment? Bon, alors bien sûr, avec la Covid, c'est toujours un risque qui est à ne pas négliger, effectivement. Mais pour moi, c'est un match important et symbolique. C'est un titre de champion du monde, même si c'est un titre de champion du monde FIBA, des clubs. Donc ça reste important. Mais je pense qu'il faudrait élargir la compétition et créer un championnat du monde des clubs plutôt en regroupant avec le vainqueur de la Basketball Africa League, de l'Asia Champions Cup, de la NBL australienne et de la NBA américaine, voire la G-League si c'est compliqué de faire venir le champion NBA. Alors, c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire, parce qu'ils étaient déjà revenus ils avaient mis en place la FIBA demi-finale, je crois, l'année précédente, où tu avais déjà un peu plus de clubs. Et ils voulaient faire ça, je l'avais lu sur Internet. Et malheureusement, vu le contexte sanitaire, ils ont changé d'avis là. Donc,
J'espère qu'on viendra à ce format-là, celui que tu as exposé, voilà, avec des clubs africains, des clubs australiens. NBA, je pense qu'il ne faut pas rêver. Après, je sais qu'il y avait une équipe de G-League la saison précédente et qui Ouais, tout à était fait. vraiment pas ridicule. Donc, tu vois, je pense qu'il ne faut pas juger le niveau de la G-League non plus. Et sinon c'est vrai que c'est une compète qui fait quand même parler. J'aime bien les teasers sur Internet et je me dis qu'il y a du mieux. Par rapport à la Coupe intercontinentale, vraiment, la com qui est faite autour de la compète, la FIBA vraiment montre son meilleur visage. Et justement, on a un débat avec une question, c'est est-ce que le modèle FIBA est viable, et notamment par rapport au modèle de son concurrent, l'Euroleague. Quelle est ton opinion là-dessus, Ludo? Alors, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit dans cette question, c'est de dire que le modèle de l'Euroleague n'est pas viable économiquement. Ça, c'est la première chose. Tous les clubs perdent beaucoup d'argent. Tous les gros clubs, c'est des clubs multisports ou avec un gros mécène. Mais sinon, au niveau budgétaire, ils perdent énormément d'argent. Donc, la question euh, qui est de dire est-ce que le modèle FIBA est viable contrairement à l'Euroleague. Bon, déjà économiquement, c'est pas viable pour l'Euroleague. Le modèle FIBA, donc la BCL qui vient de signer avec un gros sponsor, économiquement, elle est plus lucrative que l'Eurocup. Et c'est la Coupe d'Europe la plus intéressante financièrement des quatre, celle où les clubs peuvent gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas le cas de la FIBA Eurocup d'ailleurs, hein, il faut le dire, c'est une coupe qui coûte beaucoup d'argent. Et la FIBA pourrait faire un effort par rapport à ça, au moins en reversant une partie des fonds de la BCL pour la mettre un peu en valeur, et au niveau communication aussi. Après, donc ça c'est le côté économique. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Ben, écoute, oui, je voulais réagir. Je pense que t'as bien exposé le problème. La Basketball Champions League, elle a réussi à avoir du succès en se faisant notamment connaître sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ils ont bien joué le coup, hein. C'est là, moi, où je les admire, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va tout miser sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas tant de contrats TV que ça par rapport à l'Euroleague. Et on va essayer de se faire connaître à travers ça, en passant notamment des matchs gratos via YouTube. Alors c'est vrai que ça, on pourrait se dire que ça rapporte pas d'argent, mais ils ont quand même des contrats avec des plateformes Internet, notamment DAZN dans différents pays, en Espagne notamment. Donc je pense que par rapport à ça, ils ont vu juste et ils ont vraiment travaillé leur com, le marketing de la compète autour des réseaux sociaux. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a marqué. Après, effectivement, le problème, c'est par rapport à d'autres compétitions qui sont clairement pas mises en valeur, comme la FIBA Europe Cup pourrait clairement être plus mise en avant. Alors, ok, il y a le côté participatif, on aime bien, mais je pense que c'est ce qui manque, c'est vraiment comment dire, une mise en avant de ce format-là par rapport à la BCL. Et je trouve que la FIBA Europe Cup est clairement désavantagée. Et sinon, concernant d'autres compètes comme l'Alpadria Cup, je pense, j'aime beaucoup le principe, mais là c'est pareil, la com est carrément inexistante. Je veux dire, tu n'as pas de chaîne YouTube. À un moment donné, tu n'avais même pas de chaîne de page Twitter, voire Facebook. Donc je pense que la FIBA devrait vraiment travailler sur certaines de ses compètes, même si il y a aussi la Coupe intercontinentale, et on vient d'en parler, il y a un vrai travail qui est fait, donc ça fait plaisir. Je pense également que par rapport au côté participatif, concernant les, entre guillemets, petites nations basket, il y a une progression. On voit maintenant des clubs roumains, des clubs hongrois, ou encore des clubs, le club des Buccaneers au Danemark qui figure vraiment bien dans les compètes et qui n'ont pas un niveau ridicule. Et je pense que ça, c'est important, sachant qu'il y a aussi les Pays-Bas qui reviennent ces dernières années chez les garçons dans les compètes comme l'Eurobasket, qui ont déjà des bons résultats chez les filles et notamment les compétitions jeunes. Donc d'un côté, la FIBA a un atout, c'est qu'elle fait progresser le basket un peu partout dans le monde, elle arrive à mieux structurer certaines petites fédérations, mais de l'autre, elle a du mal à exposer certaines de ses compétitions parce que la com soit est inexistante ou soit ils arrivent vraiment pas à vendre leur truc, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à la communication. Après, l'Alpea Adria Cup, c'est pas une compétition FIBA, hein.
C'est une compétition transnationale, mais pas organisée par la FIBA. Ah, t'es sûr? Ah, je savais pas, tu m'apprends un truc. Ouais, et Je croyais que c'était la FIBA, moi. Ah, non, ok. non, pas du tout. D'ailleurs, la FIBA ne reconnaît pas les compétitions transnationales. Ils ne reconnaissent pas la VTB, ils ne reconnaissent pas l'Adriatic League. Ils Ok, n'aiment pas trop. ok. Ok, Ils aiment- d'accord. ouais. Et en dehors de l'exposition et de la communication, ils ont vraiment un avantage, la FIBA et la BCL, c'est le prize money pour la compétition, puisqu'ils sont au-dessus de l'Eurocup par rapport à ça. C'est-à-dire que le vainqueur de la BCL gagne plus d'argent que le vainqueur de l'Eurocup. Ah, ça, on est complètement d'accord, hein. Ils ont réussi, en misant sur la BCL, ils ont réussi vraiment à concurrencer l'Eurocup. De toute façon, l'Eurocup, moi, je pense que ça devient obsolète. Parce que l'Euroleague elle-même, qui est la sien, alors ça, il n'y a pas de doute, fait un peu de l'ombre à sa propre C2. Mais, tu sais, on dit que l'Euroleague est un gouffre financier, ce qui n'est pas faux, hein, parce qu'ils ont beau avoir des droits télé. Le basket, au final, à l'heure actuelle, rapporte beaucoup moins que le football et que la NBA, parce que la NBA, c'est le même sport, même si c'est pas les mêmes règles, on est d'accord, mais c'est un peu le modèle économique en basket. Mais au final, les budgets sont là, les salles sont remplies, ça hausse les ambitions des clubs vers le haut. Après, je suis d'accord, hein, c'est peut-être un gouffre financier parce que ça ne doit pas rapporter de ça au niveau des droits télé et tout. Mais ils ont quand même un avantage, c'est qu'au niveau marketing, je trouve qu'ils vendent vraiment bien leur compète, l'Euroleague. L'Euroleague, c'est une société avec une vision commerciale. Donc, effectivement, au niveau marketing, ils sont au top, hein. Ils vendent très bien leur compétition. C'est les meilleurs clubs, les meilleurs joueurs. Ça, ils le mettent en avant. Il n'y a aucun souci. Par contre, financièrement, économiquement, c'est une catastrophe. Enfin, avec l'argent généré par les droits télé, il faut arriver à. Pourquoi ne pas mettre en place une DNCG ou DNCCNG comme à la française, foot ou basket, mais pour essayer de réduire un peu les dépenses ou les déficits, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des clubs qui perdent de l'argent autant. Mhm. Et j'avais une question par rapport à l'intérêt du public. Est-ce que tu penses que toi, les compétitions FIBA, il y a un vrai intérêt de la part du public, à part la BCL? Alors, d'abord, si je peux d'abord répondre sur la participation des clubs anglais, hongrois, etc., dont tu parlais tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que la question, c'est le modèle FIBA par rapport au modèle Euroleague, hein. Euh, donc là où on peut opposer l'Euroleague et la FIBA, c'est que l'Euroleague donc, a une vision plutôt élitiste et commerciale du sport. C'est par et pour les gros clubs, hein, et c'est une ligue quasi fermée. Alors que la FIBA, pardon, elle réintègre le principe de la méritocratie sportive, qui est une des valeurs de base du sport européen. La FIBA a une mission d'intérêt général. Donc, c'est le basket pour tous et partout, les grands, les petits. Et l'objectif, c'est de développer le basket dans tous les pays d'Europe et du monde. Donc, on a forcément deux visions et deux modèles opposés. Et je pense qu'effectivement, alors de notre point de vue, la FIBA Europe Cup où les fenêtres internationales ont moins d'intérêt parce que nous, on n'a pas nos meilleurs joueurs, parce qu'on n'a pas de clubs qui participent en FIBA Europe Cup. Mais je pense que dans les pays où le club champion ou les meilleurs clubs, comme en Ukraine dont tu parlais tout à l'heure, là, je pense qu'il y a un vrai intérêt du public parce que leurs meilleurs clubs se frottent aux clubs d'autres nations. S'ils gagnent, je pense que ça peut créer un vrai intérêt, comme les fenêtres internationales, par rapport à leur équipe nationale. Voir son équipe nationale gagner, c'est quelque chose d'hyper important, je pense. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, et tu le soulignes très bien, hein, la FIBA est vraiment le meilleur allié des petites fédés. Maintenant, je dirais qu'au niveau de l'intérêt, alors la Basketball Champions League, leur réputation est plus à faire, hein. Eux, vraiment, ils ont réussi à s'imposer via notamment, comme je le disais, Internet et les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne l'intérêt du public, je pense que ça dépend les pays, sachant que certes, il y a des fédérations qui sont mieux structurées qu'avant dans pas mal de pays, mais on ne peut pas cacher que le basket a aussi reculé dans pas mal de pays. C'est le cas notamment de l'Italie, qui avait à l'époque un gros championnat, et c'était à l'époque où la FIBA gérait les compètes. Donc c'était à une époque où les ligues
selon moi, les ligues nationales avaient beaucoup plus de visibilité, même par rapport aux Coupes d'Europe. Et c'est vrai que quand tu vois des pays comme ça, alors je parlais de l'Italie, mais il y a la Russie, où le basket était peut-être un peu plus populaire avant, même s'il y avait déjà toujours les sports genre hockey sur glace, patinage, les sports comme ça. Tu as la Croatie qui ensuite n'a plus de résultats. Aujourd'hui, le basket est derrière le foot, voire même le handball, et peut-être même les sports comme le tennis. Donc, tu vois, d'un côté, ils ont permis à des fédés de mieux se structurer dans pas mal de pays, mais est-ce que peut vraiment dire qu'ils ont permis au basket de devenir populaire dans différents pays? Malheureusement, ça, je crois que c'est pas le cas. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt du public, mais dans des pays du style où le basket, dans des pays du style Bosnie ou Lettonie, où là, le basket fait partie des sports majeurs, même si en Lettonie, on sait qu'il y a le hockey sur glace et que le basket est pas forcément le sport numéro un, il est deuxième ou troisième sport. Mais je pense que c'est aussi tout le problème, tu vois, avoir une visibilité tout en sachant qu'il y a des pays où le basket ne sera pas forcément le sport roi. Ça, c'est évident. Il y a des pays où de toute façon, tu ne pourras pas faire passer un sport qui est dixième, premier, ça c'est certain. Mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de l'Angleterre, où le basket est un sport populaire, mais pas représenté et sans poids médiatique, si tu développes à la fois les clubs anglais sur la scène européenne, en prenant par exemple les London Lions en BCL ou en FIBA Europe Cup, et que tu développes en même temps la sélection britannique, qui commence à avoir des résultats, qui nous a battus, qui est qualifiée pour l'Euro, au niveau médiatique, ça peut changer la donne. Donc, et à ce moment-là, tu combines un sport qui est déjà populaire et tu lui donnes une assise médiatique, ce qui peut lui faire passer un vrai palier. Et ben, c'est pas faux ce que tu dis. C'est-à-dire que on sait que dans beaucoup de pays, c'est plus NBA, notamment chez nous, hein. Pourtant, nous, on a un championnat pas mal structuré. Mais si petit à petit, en arrivant à mieux structurer au niveau des sélections nationales, des championnats, des fédérations, on arrive à faire parler, même à travers un petit article de journal, même à travers un petit article sur Internet, d'un sport et en essayant de focaliser l'attention des gens sur une Coupe d'Europe, même si c'est pas la plus grosse des Coupes d'Europe, genre la FIBA Europe Cup, ça sera déjà une bonne chose. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, il faut exploiter, j'avais eu déjà cette discussion-là avec Olivier lors d'un précédent podcast, il faut exploiter tout le potentiel du basket européen. Parce que quand j'ai vu que les London Lions, lors des qualifs, avaient été diffusés via Internet sur une plateforme de la BBC, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, j'y aurais jamais cru. Donc ça, c'est déjà énorme. Et je pense que c'est là, effectivement, qu'il faut privilégier l'aspect des compétitions FIBA. Et je pense qu'ils font, même si c'est pas parfait sur pas mal de choses, ils font quand même certains trucs intéressants. Là, je viens de voir, je sais pas si tu as vu cet article, ils ont signé un accord avec Twitch, la FIBA. Je sais pas si tu as vu cet article. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a quand même des avancées, il y a quand même des choses qui commencent à être beaucoup mieux organisées qu'avant. Et ça, je trouve que c'est super pour le basket, parce que si on peut essayer de faire en sorte que bah, ce sport devienne populaire dans différents pays, même qui ne l'étaient pas avant, qui n'étaient pas forcément basket auparavant, ben, moi, je demande que ça, quoi. C'est la première fédération internationale, tout sport confondu, je crois, à signer un accord avec Twitch. Donc, on peut dire qu'ils sont un peu en avance à ce niveau-là, c'est bien. Ouais, et puis au niveau des fédérations sportives, j'ai vu des classements. Bon, des fois, ils sont derrière le foot, mais ils sont pas mal. Ils sont deuxième, troisième fédération sportive, je crois. Sachant que je crois que le volley a autant de licenciés que le basket. Mais je veux dire, le basket fait quand même parler. La NBA, certes, reste une vitrine, mais je pense que on n'a pas à se plaindre. On a quand même des compétitions aujourd'hui dans l'époque actuelle qui sont très bien organisées. Alors que quand tu vois d'autres sports, comme le handball, comme le hockey sur glace ou des sports comme ça, des fois ils ont un peu plus de mal à se structurer, à s'organiser. Donc c'est déjà une bonne chose que le basket arrive à avoir une présence, quoi. Effectivement, c'est une très bonne chose. Ça permet de développer le basket partout. En tout cas, c'est l'objectif. Ils réussiront pas forcément partout, mais en tout cas, dans certains pays, ça fonctionnera. Exactement. Eh bien écoute, Ludo, on va clore ce podcast sur ce débat. Je te remercie de ta participation. Je t'en prie. Et puis on espère que tous nos auditeurs vont apprécier
ce podcast sur la FIBA Europe Cup. Allez, à plus! À plus!